Les enquêtes d'un monde de bulles. Une enquête, c'est pas évident à faire. Découvrir quelqu'un. Là, c'est un auteur, un scénariste, assez jeune encore, la trentaine, mais plein de talent, plein de séries, dont une, Il était une fois en France. Allez, on va le découvrir, c'est Fabien Nury. On mène l'enquête, les enquêtes d'un monde de bulles. Vous vous appelez comment? Nury, Fabien. C'est quoi, c'est un nom de scène ou un nom de vie, ça? C'est totalement mon vrai nom. Fabien Jean Nury, né le 31 mai 1976 à Bron, origine ardéchoise, résident Paris-Belleville. Ardéchois. Oui. À Paris maintenant, alors. Eh oui. Ouais. Vous faites quoi au quotidien? Homme au foyer. C'est un métier, ça? Ouais, je suis aussi scénariste. Ah ouais, scénariste. C'est un métier aussi, ça? C'est pas mal, ouais. J'aime beaucoup, j'en changerai pas. Alors, scénariste de quoi? Bande dessinée, un peu film. Scénariste de BD. Ouais. C'est un vrai métier. Il paraît. Il paraît. Et pourquoi la BD? C'est pas un truc de gosse, ça? Si, complètement. Mais bon, il n'y a pas d'âge pour être un gosse. Donc c'est un truc de gosse pour les adultes ou d'adultes qui regardent un peu les gosses, alors? C'est un truc pour tous les gens qui ont envie qu'on leur raconte des histoires en images. Et depuis combien de temps, ça? 10 ans 10 ans. 10 ans, 7 à temps plein. 10 ans de BD. Ouais. Ça, c'est qui? Je vous dirais bien que c'est Charles Bronson, mais je pense pas. Ça doit être Dirty Harry, L'homme sans nom, José Wells, William Munny du Missouri, tueur de femmes et d'enfants, enfin c'est Clint Eastwood. C'est le genre de mec qui vous inspire, non? Ah bah ouais, on est né le même jour. Né le même jour, pas la même année, Bah non. mais c'est le genre de mec, on va dire, au regard qui flingue, ça vous plaît, non? Ouais, c'est surtout c'est un grand mythe, c'est la seule star en fait, héritière des anciens, c'est l'héritier de Gary Cooper ou de Lancaster, et c'est aussi un grand réal, donc c'est un grand raconteur d'histoire et un mythe universel, Clint Eastwood. Je trouve que c'est quand même plus classe que, je sais pas, Bruce Willis. C'est de votre âge alors, Clint Eastwood? Bah ouais, et j'ai regardé. Génération western. Mais c'est de l'âge de tout le monde, et Gran Torino, il y avait des spectateurs de 10 à 77 ans. C'est ça le succès de Clint Eastwood. Et puis, c'est le genre de mec qui a un regard particulier, non? Qui a un peu peur, qui impose, non? Sergio Leone disait de lui que son regard, c'est comme le haume du chevalier. On a systématiquement envie de le voir plisser les yeux avec le regard dur. Mais en même temps, il a pu aussi trouver de la tendresse dans son regard. Il a tiré un parti absolument inouï de capacité d'acteur qui n'était pas si grande, mais d'une prestance physique qui était dingue et qui est, je pense, unique, en tout cas dans le cinéma des 40 dernières années. Moi, j'en ai un autre, lui. C'est qui, ça? Je pense que c'est Frank Miller, qui est moins célèbre de faciès, mais qui est un grand auteur, quoi. Frank Miller, on retiendrait quoi? Daredevil, Dark Knight, Sin City, 300 un peu moins. Un amoureux du noir. Le seul mec à avoir réussi à tirer le super-héros vers le noir avec Daredevil ou avec Dark Knight. Superbe. Et je suis moins fan de 300, particulièrement au cinéma où ça devient un petit peu des Chip and Dale. Vous inspirez beaucoup des autres, non? Bon, on peut avoir des modèles, mais qu'entendez-vous par s'inspirer des autres, Je commissaire? sais pas. Il y en a d'autres des modèles qui servent au quotidien? Les raconteurs d'histoire, ceux qui nous ont fait rêver. Donc ça peut être des romanciers, des auteurs de BD, ça peut être Charlier, ça peut être Jack London, ça peut être Elroy, ça peut être John Huston, ça peut être qui sert de modèle à Eastwood. D'ailleurs, John Huston, il l'a joué au cinéma. Donc tous les raconteurs d'histoire sont assez admirables, surtout ceux qui ont réussi à se renouveler et à durer. Mais c'est des mecs qu'on copie ou c'est des mecs dont on s'inspire, alors? Ça me paraîtrait idiot d'essayer de les copier. Donc mieux vaut s'en inspirer, je pense.
C'est pas un modèle, c'est quelqu'un dont on admire le comportement ou l'attitude tout au long de sa vie et de sa carrière. Ça veut pas dire qu'on va copier ce qu'il a fait. Mais alors comment vous créez alors? Vous êtes un peu tous ces gens qu'on voit? Et puis un Non. autre à la fois? Non, je suis le gars qui adore qu'on lui raconte des histoires et qui ensuite aime bien en raconter. Donc moi, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films. Il est beau mon métier. Homme au foyer plus scénariste, c'est cool, hein. En fait, vous avez l'impression de travailler en regardant un film. Vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai bien travaillé parce que j'ai vu un très bon film ou j'ai lu un très bon roman. Et donc c'est pas mal de trouver ce genre d'occupation. Je me suis mis en situation de lire et voir beaucoup d'histoires pour pouvoir raconter les miennes. C'est chouette ça. Et comment je travaille moi, j'aime beaucoup les histoires vraies, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime pas trop les téléphones portables et les ordinateurs. Alors ces deux mecs, ils ont une sacrée gueule. Vous Encore aimez une bien fois. les flingueurs, hein, tout ce qui est un peu tête de salopard, peut-être on verra tout à l'heure hein, avec Jonovici, mais vous aimez les justiciers aussi, enfin les Bah. solitaires, non? Moi, les justiciers, j'en ai pas fait beaucoup. J'aime bien les anti-héros. J'aime bien. Je suis à l'aise avec les personnages de monstres. Ouais, c'est vrai. Les êtres malfaisants sont des gens que j'ai pas de problème pour décrire dans mes histoires. Joanovici, il est pas dans Il était une fois en France, il est pas que malfaisant, mais il y a des gens qui sont intégralement malfaisants autour de ce mec. Mais bon, c'est des mecs qui ont existé, je les ai pas créés, ils peuplent les livres d'histoire, tous ces monstres-là. Bon, les Beria sont des personnages que j'ai pas inventés, hélas. Hein. À partir de ce moment-là, on va pas leur chercher d'excuses. Et s'ils étaient malfaisants, c'est parce qu'ils y trouvaient leur compte, peut-être. C'est excitant de fréquenter la racaille, la vraie. Fréquenter dans la vraie vie, non, je crois pas. Un jour, j'ai serré la main d'un gangster et ça m'a fait froid dans le dos. Alors elle a pas une sale gueule, elle a une gueule en tout cas. Hein. Vous la connaissez? Ah c'est la splendide Diane Kruger. Ouais. Pourquoi vous la connaissez? Eh ben, j'ai eu le bonheur de dîner avec Diane il y a quelques années, avec quelques autres acteurs à l'occasion des Brigades du Tigre. Et elle est très sympa, Diane Kruger. Elle est sous le feu des projecteurs depuis qu'elle a 16 ans, mais elle travaille, elle prend des risques. C'est une très belle attitude. C'est difficile d'être actrice. C'est encore un monde où il y a beaucoup de compétition et puis l'horloge tourne vite, etc. C'est assez brutal. Et elle, je trouve qu'elle a fait quelque chose dans la suite de choix qu'elle a fait, c'est assez fort, quoi. Passer de Nicolas Cage à un premier film français la même année, c'est pas mal. Donc respect pour Diane Kruger. Vous faites aussi du cinéma alors? J'écris pour le cinéma. À date, j'ai écrit un seul film qui a été tourné. J'en ai écrit d'autres, je sais pas s'ils vont se faire. Mais ça veut dire quoi? Que la BD c'est le cinéma un peu du pauvre? Ah, rien à voir. Non, la BD c'est un formidable laboratoire à histoire où on n'a pas de problème de budget. Rien à voir. Ça doit être plus facile à gérer ces personnages de papier quand même, que ces personnages-là. Je vous cache pas que ça dépend du dessinateur. Pour ma part, j'ai toujours été, je crois, très chanceux dans mes collaborations, donc ça n'a pas été très difficile. Mais les personnages de papier sont pas si dociles que ça, particulièrement ceux qui ont existé. Ils peuvent avoir aussi ils peuvent aussi vous conduire là où vous aviez pas décidé d'aller. Si c'est des personnages forts, ils vont un peu où ils veulent. Si c'est juste des véhicules d'intrigue, alors c'est vous qui les guidez. Il y a des très bonnes histoires sans personnages forts, mais à la fin, quand même, particulièrement en BD, c'est les personnages qu'on retient. Et vous pensez qu'ils ont une âme, ou personnages de papier, justement? J'espère, pour certains. Elle n'est pas blanc-bleu, leur âme. Mais oui, je pense qu'ils ont des dilemmes et des tourments et qu'ils sont confrontés à des choix auxquels je n'aimerais pas être confronté. Mais ça fait bien partie du plaisir qu'on a à regarder des histoires qu'on n'aimerait pas vivre à titre personnel. Et vos personnages, ils sont quoi? Ils sont vous, ou ils sont eux, à part entière? Ils sont eux. On s'y projette plus ou moins. Je me projette pas trop dans l'avant-Tiberia. Je me projette pas du tout dans Staline. J'aime bien me projeter dans... Je pense que, ouais, Joanovici, on peut s'y projeter un peu, ouais. C'est vrai. Même dans la partie maléfique d'un type comme ça. Mes potes Calixte et Léon de L'Or et le Sang, ouais, je trouve ça chouette. Ils ont des rêves que j'aimerais partager, ouais. On peut se projeter. Mais il n'y a pas besoin que ce soit le héros. À quoi ça rimerait d'aller se projeter dans ce crétin de Luke Skywalker? Ça voudrait juste dire qu'on est une sorte de légume tout blanc, asexué et sans intérêt. Autant se projeter dans des... Ouais, en collant. Autant se projeter dans des gens qui ont des problèmes. Et ça, le beau gosse au sourire, là, c'est qui ça? Ah, ça c'est mon grand copain. C'est Xavier d'Horizon.
Et c'est un grand scénariste et un très bon ami. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. C'est avec Xavier que j'ai écrit ma première BD qui était West. Et depuis, on a écrit, je crois, 7 albums et un film ensemble. Juste ici. Et on va continuer de temps en temps à écrire des trucs ensemble. Et c'est un très bon scénariste, à mon avis. C'est aussi un type qui est très généreux. Et d'une solidité en amitié et dans le travail à toute épreuve. Et voilà, je suis très très content d'être copain de Xavier d'Horizon. J'en reviens au western. Vous aimez sentir la poudre? Des flingues dans vos albums? Moi, j'ai pas fait beaucoup de comédie, ça c'est vrai, et il peut y avoir pas mal de violence, mais je rêve encore aujourd'hui de faire un vrai western, un vrai beau western. Tu vois, la Fureur Apache, le Jardin du Diable, la Colline des Potences, tout ça, c'est des vrais westerns purs, et c'est le genre roi, et je rêve encore de... Je pense que ça se mérite, on doit passer des années à apprendre à bien raconter des histoires simples pour pouvoir faire ensuite un vrai beau western, tout simple. C'est devenu... ça c'était mon rêve de gosse, j'en ai encore jamais fait de western pur, et je vais essayer, je vais continuer, et je pense que je vais en sortir un ou deux, ouais. Il arrivera quelque chose, et c'est vrai, c'est la frontière, c'est une époque barbare et tout. Il y a tellement de beaux films, le western c'est quand même le genre roi. Et bon, en BD, la barre est haute, quoi. Tu lis Blueberry, tu lis Comanche, c'est quand même du beau matos. Et je crois que pour pas mal de dessinateurs aussi, ça fait peur, la hauteur de ce challenge. Mais il doit y avoir des nouveaux points de vue à trouver sur ce genre. Je suis sûr qu'ils sont là et il faut juste continuer à chercher. Ça se mérite le western. C'est comme tous ces gens qui arrivaient dans l'Ouest, ils partaient de loin, ils partaient d'Europe. Et je pense qu'on pourrait s'identifier à ce type de trajet. Mais expliquez-moi, monsieur Nury, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit dans les bandes dessinées. Vous faites plus travailler le lecteur finalement que ce que vous faites vous-même, non? Mais il y a de la musique dans la bande dessinée, c'est Christian qui me l'a expliqué. Christian, il me dit, c'est la couleur, sa musique. Des fois, il faut que ce soit sourd, des fois, il faut que ce soit strident. Et puis qui vous empêche carrément de lire en musique? Moi j'écris en musique, donc vous pouvez mettre de la musique. Et je pense pas qu'il y ait un tel effort, c'est-à-dire qu'il y a ce petit miracle qui est l'espace entre les cases et qui nous permet de voyager encore beaucoup plus loin et d'imaginer tous les dessins entre les dessins. Et je crois que même dans les BD les plus classiques, c'est un pur trip. Tiens, je viens de me refaire les intégrales Bernard Prince, j'en parle à tous mes potes parce que c'est l'aventure et la liberté narrative de Bernard Prince. Il n'y a pas beaucoup de genres où vous pouvez faire 46 pages sur l'île en flammes dans la fournaise des damnés, je crois, c'est celui-là, ou le souffle de Moloch avec les tueurs qui ont la peste et le volcan en éruption. C'est le rêve, la bande dessinée. C'est ça aussi, l'aventure et le western sont des genres parfaits pour la bande dessinée. Alors j'en viens au cœur de mon enquête. Vous et Joseph Joanovici, c'est qui? Eh bien, Joseph Joanovici est un homme qui a vraiment existé. Et c'est le héros d'Il était une fois en France. Et c'est le personnage avec lequel j'aurais quand même de loin passé le plus de temps au cours de mes 10 premières années de carrière. Voilà. Je regrette pas une seule seconde du temps que j'ai passé avec lui et du temps que je continue à passer avec lui. Donc c'est l'orphelin, immigré, d'origine juive, ferrailleur, devenu milliardaire, collabo et résistant. C'est le destin le plus extraordinaire que personnellement j'ai trouvé sur les années 20 aux années 50 et particulièrement sur l'occupation. Et donc c'est devenu le protagoniste et pas le héros, c'est devenu l'anti-héros de Il était une fois en France. Comment s'est fait la rencontre? En lisant, comme d'hab, je lis beaucoup.
À l'époque, je lisais des trucs sur les brigades du Tigre et autant s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé après. Donc, il y a toutes ces grandes affaires criminelles. Et parmi les grandes affaires, il y avait Joseph Janovici. Et il avait, par exemple, par rapport au polar, il avait une grosse qualité, ce type-là. Il n'avait pas de flingue à la main, c'était pas un gros gangster comme les gangsters de cinéma. Non, c'était un petit rondouillard, l'air malin. Et lui était confronté aux gangsters, mais il y avait ce nouveau point de vue qu'il était possible d'aborder avec ce destin, encore une fois, mais c'est un destin de dingue. On ne peut qu'essayer de raconter efficacement et humblement une histoire pareille une fois qu'on l'a trouvée, il me semble. Comment on écrit son histoire? On la réécrit? On la scénarise, on l'invente un peu? Ou est-ce qu'on a un peu des documents quand même? On a plein de docs. Et en plus ils sont pas d'accord, donc on recense, on fait quand même un travail sérieux, c'est assez grave ce qui se passait, donc il y a des trucs sur lesquels il faudrait quand même pas non plus déconner. Après, curieusement, on enlève plus qu'on invente. On condense plus qu'on extrapole. Et parce que c'est des histoires tellement riches et tellement foisonnantes en personnages et en figures de dingue, qu'il vaut mieux essayer de dramatiser, de condenser, de simplifier un petit peu pour essayer de garder ce qu'on a perçu comme vérité émotionnelle, plutôt que la simple vérité factuelle. Mais 4 tomes déjà, est-ce que vous avez réussi à percer un peu comment ce type a pu être résistant et collabo? J'avais une opinion sur lui au tome 1, puis j'avais une opinion au tome 2, puis j'en avais une. Là, l'opinion que j'ai à la fin du tome 4, c'est que quand même, il est au-delà de toute rédemption. C'est quand même une vraie grosse crapule. Le truc, c'est que c'est quand même un type qui estime que tous les moyens sont bons. Et c'est faux. Et il y a autour de lui des gens qui n'estiment pas et qui sont prêts à mourir parce que tous les moyens ne sont pas bons. Et comme lui estime ça, je sais qu'il va devoir payer le prix fort pour ce qu'il a fait. Encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que j'ai pas besoin d'inventer des trucs. Cette vie est tellement dingue et elle véhicule sa propre morale. C'est une histoire d'ascension et de chute à la Barry Lyndon, à la Scarface. C'est une grande épopée criminelle. C'est une nécessité de prendre des risques en bande dessinée? Bah, là, on a pris des risques et ça a payé, ça a marché. Je veux dire, les gens ont compris ce qu'on voulait faire et ils ont eu l'air d'aimer. Donc c'est un petit miracle, j'en suis infiniment heureux parce qu'on l'a fait sans compromis celui-là. Non, des fois on prend des risques et on se mange des tartes, quoi. C'est ça aussi ce qui arrive, quoi. Sur un tel personnage, on n'a jamais l'intention ou le réflexe naturel de faire un petit pas en arrière en se disant « Est-ce que je peux aller jusque-là ?» Raconter ça, tellement le personnage est ambigu. Faudrait surtout pas. On fait bien gaffe à pas l'être soi-même, mais faudrait surtout pas édulcorer. Surtout pas. Et il manquerait plus que ça, je veux dire. Que ça devienne un peu confortable. Que le bonhomme soit un petit peu justifié. Que j'utilise genre des twists de scénario pour l'exonérer de l'affaire du couvent de la Brosse-Monceau au début du tome 4. Genre, c'était pas vraiment de sa faute. Moi, j'y peux rien. J'ai lu la doc. Le mec, il se pointe dans un couvent pour chercher des armes avec les résistants le vendredi. Le samedi, il bouffe avec un officier SS. Le lundi, le même officier SS est dans le couvent pour massacrer tous les curés et essayer de trouver la cache d'armes. Bon, faisceau de présomption assez lourd, hein. Voilà, et je vais pas l'exonérer de ça. Quant au meurtre d'un jeune résistant, c'est des vrais morts. On va pas, je vais dire quoi, que non, en fait, c'était peut-être pas vraiment lui et tout, pour essayer de glaner un peu de sympathie pour le bonhomme. Ce qui me fait halluciner, c'est que j'essaye absolument pas de glaner de la sympathie pour le type à partir du moment où il en est là. Il est au-delà de toute rédemption, selon moi. Mais quand j'en parle à des gens qui ont lu, ils continuent à avoir de la sympathie pour lui et à estimer qu'il était obligé de faire ce qu'il devait faire. Et en fait, je leur dis, mais non, pas du tout. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais c'est un personnage qui est passionnant parce qu'on continue à s'identifier à lui. C'est-à-dire malgré toutes les vilainies du bonhomme, on a quand même envie qu'il s'en sorte. Et en même temps, on commence à avoir envie qu'il soit puni. Et donc c'est bizarre parce qu'on veut qu'il s'en sorte pour être puni, c'est ça la vérité du truc. Moi il me semble très simplement que dès lors qu'il n'y a plus de nazis, et les nazis ils partent dans le tome 4 là, Joseph Janovici va se réveiller, ça va être le méchant du film quand même. Et il faudra bien qu'il en prenne conscience. Et il est nécessaire qu'il paye l'ardoise, ne serait-ce que pour le meurtre de Robert Scaffa. Il était une fois en France, c'est pas un peu réducteur d'utiliser cette histoire pour la France? Il faudrait pas qu'il cartonne ce titre. Déjà, ça s'appelle Il était une fois en France et c'est une bonne chose parce que c'est l'histoire d'un immigré. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et après, non, je le trouve dantesque ce titre. En fait,
Je me suis demandé pendant quelques temps comment j'allais appeler cette histoire de Monsieur Joseph, et un jour ça m'a sauté aux yeux que le destin du bonhomme pouvait s'appeler « Il était une fois en France », quoi. Parce qu'il gratte vraiment des parties qui ne sont pas les plus glorieuses de notre mémoire collective, et il est au cœur de tout, et donc non, je crois qu'il justifie bien un tel titre. Et puis bon, moi j'admire Léon, alors c'est aussi un hommage. Et lui, c'est votre complice, j'imagine. Ouais, mon complice actif, mon comparse et mon pote, quoi. C'est Sylvain Vallée. Et c'est aussi la plus belle rencontre de ma carrière, quoi. Sylvain, c'est... Quand on écrit un scénario, selon la personne qui le dessine, ça donne plusieurs cases possibles, quoi. Et en fait, avec Sylvain, c'est tout le temps la case que j'ai en tête. C'est-à-dire qu'il lit tellement bien entre les lignes, il comprend tellement bien le sous-texte et il renforce tellement l'intention que quand c'est différent, c'est toujours mieux. Et c'est un bonheur complet que de travailler la mise en scène avec quelqu'un comme Sylvain Vallée. Et c'est fou, des grands dessinateurs peuvent avoir 4, 5 expressions, 6 expressions pour un personnage. Sylvain Vallée, lui, il en a 15, 16 dans sa besace des expressions pour Joseph Janovici. Et j'admire de plus en plus son travail. Il avait vraiment cet univers en lui depuis des années, de l'occupation, des tractions, de tout aussi ce cinéma français des années-là. Et il s'est lâché, c'est vraiment une rencontre formidable. Et accessoirement, au début, en fait, on me parlait de dessin semi-caricatural sur Sylvain Vallée. On disait caricature. Et puis bon, en fait, c'est faux. Son dessin, il est totalement réaliste. Regardez les photos d'époque, ou simplement prenez le métro et dites-vous, est-ce que les gens que je croise ont plus des tronches proches de « Il était une fois en France » ou est-ce qu'ils ressemblent plus à 13 ? Ils ressemblent plus à « Il était une fois en France ». Les gens, ils ont des formes de poires, d'asperges, et ça, Sylvain le rend admirablement bien, et surtout, il les rend expressifs et subtils. On n'est pas obligé d'expliquer l'émotion, donc on peut avoir une vraie émotion quand on lit une page de Sylvain, c'est un miracle. Donc c'est vous le créateur d'âme, et c'est lui le créateur ensuite du monstre. On est en écho, c'est vraiment là, il n'y a pas de... C'est bien difficile de dire qui peut s'attribuer quoi. C'est écrit, solidement écrit. Ensuite, il dessine et ça, c'est à lui que ça appartient. Et Delph fait très très bien les couleurs. Mais le terrain de jeu commun, c'est la mise en scène, c'est le choix des axes, c'est tout ça. Je peux pas dire qui fait la mise en scène. Il fait l'essentiel, mais je participe aussi. Il y a un système d'aller-retour, etc. C'est vraiment notre mise en scène. Et ce qu'il y a de super là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un seul compromis. Il n'y a que des adhésions. Il n'y a que de l'enthousiasme. On n'a jamais fait une page avec Sylvain parce qu'on n'avait pas mieux tout en étant moyennement content. Et je ne sais pas si ça peut arriver plusieurs fois dans une carrière, mais déjà je suis très très content que ça arrive au moins une fois. Prendre un panard pareil en racontant une histoire. Il était une fois en France, ça va aller jusqu'où alors ? Jusqu'à la mort de Joseph Janovici, jusqu'au tome 6. Et lorsqu'on tourne la page, lorsque vous allez tourner la page, il va pas vous manquer, Joseph ? Quand même, j'aurais passé beaucoup de temps avec le bonhomme, quoi. Donc, et puis il y a des expériences humaines fortes. Je sais pas, j'ai eu son petit-fils au téléphone, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça te rappelle que c'est pas du personnage de papier. Et c'était très émouvant d'avoir quand même l'assentiment de quelqu'un comme ça. Qui vraiment nous disait qu'on n'avait pas fait n'importe quoi, même si on jetait pas des fleurs à son... c'est loin d'être le cas, on jetait pas des fleurs à son grand-père. Et il y avait... non, je crois que les gens adhèrent en fait à quand même une relative honnêteté de notre travail sur ce personnage. Alors, Monsieur Nury, on se refuse rien. C'est Papa Joe, c'est un autre Joseph, c'est Staline. On se refuse rien, quoi. Petit personnage de l'histoire, grand personnage de l'histoire aussi. Ouais, c'est le deuxième grand repoussoir de l'histoire humaine après Hitler, quoi. C'est une incarnation du pouvoir et du mal. C'est Joseph Staline.
Mais finalement, moi je l'ai traité comme un vieillard sénile et un légume agonisant. Donc je suis content, j'en ai pas fait un personnage particulièrement grandi. Vous réécrivez à travers son histoire, dans cette histoire-là? Bah, la mort de Staline, j'ai écrit, en fait c'est assez curieux parce que c'est encore une fois, je lisais des bouquins et j'ai lu le récit et plusieurs récits des circonstances et conséquences de la mort de Staline. Et là où j'en suis pas revenu, c'est que il y a plusieurs fois où j'ai explosé de rire. On s'attend à un truc quand même à tout le moins tendu, sinon tragique. C'est une tyrannie atroce. Et le système absurde dans lequel vivent ces gens et le fait que le type est lui-même victime de la terreur qu'il a fait régner pendant 27 ans crée une absurdité et un humour noir confinant à la folie qui m'a beaucoup fait penser par exemple à Dr Folamour. Ou à un film de Billy Wilder avec Kirk Douglas qui s'appelle Le gouffre aux chimères, où il s'agit d'une gigantesque boule de neige autour d'un événement. Et là c'était le cas, il y avait cette espèce de boule de neige atroce et absurde, alors c'est horriblement drôle. Mais je trouve ça chouette d'avoir vraiment traité Staline en toute indignité et d'avoir traité Beria et son entourage comme les monstrueuses crapules qu'ils étaient. Je trouve ça assez chouette. Et finalement, je suis particulièrement content là aussi de la rencontre avec Thierry Robin et je suis très content d'avoir fait une comédie noire plutôt qu'un thriller. C'est ce qui s'y prêtait le mieux. Et quand même, parmi les grands ennemis des dictatures, il y a toujours eu l'humour, quoi. Le plus grand film sur le nazisme, c'est de très loin Le Dictateur. Et parce que ce type, dès 1940, a su rendre le ridicule d'Adolf Hitler. Et c'est pas parce qu'il était ridicule qu'il n'était pas dangereux, mais il fallait le ridiculiser, c'était important de le ridiculiser. Et les dictateurs luttent contre le ridicule. Et l'humour est vraiment, je pense, un bon état d'esprit pour traiter ce genre d'histoire totalitaire. Vous aimez vous situer dans l'histoire finalement? C'est pour trouver la vôtre aussi? Bah non, c'est juste que j'aime pas les téléphones et les téléphones portables et les ordinateurs, ça ne me fait pas rêver. Mon bon Jean-Philippe, il faut savoir qu'à raconter une histoire aujourd'hui, 9 fois sur 10, on s'emmerde. Il y a des satellites de partout, il n'y a plus de territoire inconnu, il n'y a pas de partie de rêve. Essayez de me trouver un endroit en France où on pourrait susciter une partie de mystère. Alors soit vous avez quelque chose à dire sur la société contemporaine, l'Ardèche, ouais, mais j'aurais du mal à faire. J'aurais besoin de... L'Ardèche dans le passé, ouais, c'est plein de bonnes histoires. Les Cévennes dans le passé, il y a des histoires magnifiques. Donc ouais, mais moi j'ai besoin d'une dose d'histoire pour raconter mes histoires. En tout cas, à ce jour. J'ai essayé une fois ou deux de raconter des histoires contemporaines et je me sens pas récompensé, quoi. Vous êtes qui alors aujourd'hui, Fabien Nury? Bah, je suis un trentenaire content à qui il reste pas mal d'histoires à raconter et qui mesure tout à fait la chance que j'ai d'avoir aujourd'hui plus de liberté et vraiment plus de, quelque part, de moyens pour raconter les histoires qui me font rêver. Et j'ai énormément de chance de ça. Donc il faut que je mesure bien cette chance et il faut que aussi que j'essaye d'être, de pas m'auto-décevoir, de pas sombrer dans la facilité et essayer de se renouveler, d'approfondir certains thèmes et tout ça. Ça, c'est sympa, quoi. Faire ça à 34 ans, c'est chouette, hein. J'ai fait 20 BD. Bon, allez, encore, je vais en faire, je sais pas, il m'en reste des dizaines à faire. C'est tip-top. Rien d'autre à rajouter alors? Si, en plus, tu vois, l'an dernier, j'ai commencé à écrire une histoire avec mon pote Morin de France et il y a quand même 15 ans après, on peut tomber sur une super histoire, etc. Et des années après, les rêves qu'on avait eus deviennent des albums. Et ça aussi, c'est quand même super. Et j'ai plusieurs histoires là qui datent d'il y a longtemps. J'ai L'Or et le sang, je vais faire Atardule avec Bruno, etc. Et ces histoires, elles sont dans mes bagages depuis des années. Et un jour, elles deviennent réelles. Et ça, c'est aussi une grande chance.